Vous êtes-vous déjà demandé ce qui définit un véritable leader ? Est-il possible d'allier succès financier et impact sociétal positif ? Je suis Ambeline Becker et c'est à ces questions que nous répondrons ensemble dans Vérité, le podcast où l'entrepreneuriat rencontre la transformation personnelle. Chaque épisode est un pas de plus vers votre transformation intérieure. Une chance d'harmoniser votre ambition et votre authenticité. Si vous aussi, vous êtes leader, visionnaire, artisan du changement, si vous ne faites pas qu'entreprendre, vous avez conscience d'avoir emprunté un chemin où leadership rime avec conscience, transformation et intégrité. Alors Vérité est fait pour vous. Ce podcast est votre passerelle vers votre prochain niveau de leadership éclairé. Alors, êtes-vous prêts ? Bonjour ma chère Vanessa, je suis très heureuse de t'accueillir dans le podcast Vérité. Bonjour Ambeline, merci. Alors avant de te présenter, tu sais, on a une petite habitude dans le podcast, on aime bien demander à nos invités où est-ce qu'ils se situent pour qu'on puisse les imaginer pour ceux qui n'ont pas l'image du podcast. Alors, je suis dans mon bureau avec une vue sur la nature gersoise en fait. Ouais, je vis pas très loin de Condom, dans le Gers. Qui est la ville de mes arrière-grands-parents. Alors, ma chère Vanessa, je vais prendre quelques instants pour te présenter. On peut aussi tout de suite dire à nos auditeurs qu'on se connaît quand même bien. Oui. que j'ai le grand honneur d'être sur ton chemin et de te soutenir dans ton parcours entrepreneurial depuis le mois de septembre dernier. Enfin, ça fait quelques mois. Et donc je suis d'autant plus heureuse de te recevoir dans le podcast pour que tu puisses vraiment partager à propos de la richesse de ton parcours, aussi bien de transformation que de ta vision de l'entrepreneuriat en tant qu'entrepreneur sensitive, spirituel, et comment concilier tout cet univers avec la matérialité de l'entrepreneuriat. Alors, tu as démarré ta carrière professionnelle en tant qu'ingénieur commercial dans la sécurité informatique pendant 17 ans. On peut dire que aujourd'hui tu as 50 ans pour que les auditeurs resituent un petit peu plus la richesse de ton parcours. Et puis, pendant cette carrière d'ingénieur commercial, tu fais un burn-out en 2010 où tu crées une première société. Tu te reconvertis dans la déco, mais c'est plutôt un échec. Ça te plaît pas du tout, c'est pas rentable, donc tu laisses tomber. Et en parallèle après ce burn-out, tu vis aussi un profond réveil spirituel. Tu te prends conscience aussi à ce moment-là que finalement ta sensitivité a toujours été là depuis ton enfance, que tu as toujours été connecté au subtil depuis ton enfance. Tu te formes, tu reçois des initiations de différentes sources. Et en 2012, tu crées ta micro-entreprise pour en fait répondre aux demandes de soins et de consultation. Mais t'es maman solo aussi à ce moment-là. Avec c'est ça, hein, tu me dis si je me trompe pas. T'es maman solo à ce moment-là, donc une belle opportunité professionnelle de revenir dans le salariat se présente à toi et tu l'acceptes donc en 2014 pour plus de sécurité aussi avec les filles. Et en 2017, tu apprends que tu as un cancer du col de l'utérus et c'est un choc pour toi à ce moment-là parce que t'avais pourtant travailler sur toi de manière holistique et donc tu décides de te laisser encore 3 mois pour guérir par toi-même, ne pas accepter tout de suite les solutions proposées par l'oncologue. Et pendant ces 3 mois, tu prends profondément la décision de rester en vie. Ouais, une grande décision. Dans toute l'intégralité de ce que ça veut dire. Oui. Et tu te lances à nouveau dans l'entrepreneuriat. Donc c'est un peu c'est ton premier coming out finalement 2018. Oui.
Donc en 2018, tu suis l'appel de ton âme, tu rejoins le système d'affiliation doTERRA, qui est leader dans la production et la distribution d'huile essentielle, au sein duquel ton conjoint actuel te rejoint en 2019. Ouais. Vous avez ensemble aujourd'hui une équipe magnifique de 42 personnes que vous soutenez dans leur évolution et dans leur épanouissement. Mm-hmm. Et en 2018, tu crées aussi Voyage en Terre intérieure, qui propose aussi bien des soins énergétiques et des accompagnements, mais également des voyages initiatiques. En 2023, tu as créé l'école des sourcières, Manawa, pour aider les personnes à développer toute cette sensorialité afin de devenir encore plus autonomes sur tous les plans et surtout retrouver leur joie profonde. Il y a des choses qui ne figurent pas dans cette bio. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais ajouter? Oui, que ce qui me tient à cœur, en fait, dans tout ce que je transmets, dans tous les espaces, c'est ce qui m'a manqué, en fait, petite. C'est de sentir de constater une différence entre mon ressenti et ce que devrait être une vie d'humain, en fait, portée par plus de joie, de l'amour et vraiment de constater qu'il y a autant de personnes avec une solitude intérieure profonde. Alors bien sûr, enfant, je le disais pas avec ces mots-là, mais je le sentais. La fameuse déconnexion, enfin ce que j'appelle la déconnexion. La séparation originelle. C'est ça. Ouais. Et donc c'est ça, mon pourquoi, c'est ça qui me tient à cœur, c'est d'aider les personnes à retrouver cette reliance que l'on sent à l'intérieur. Et c'est vraiment ça. Et est-ce que alors juste pour terminer l'introduction de notre conversation, parce que je sais qu'après on va partir assez vite, on aimerait aborder les thèmes dans cet épisode qui sont les défis d'être une âme preneur, soulpreneur comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire de suivre l'appel de notre âme. Je dis nous, parce qu'évidemment je me mets dedans. Ouais. Donc ce n'est pas un parcours entrepreneurial comme les autres. C'est un parcours entrepreneurial qui est guidé par l'âme, qui n'est pas guidé par le mental ni l'ego. Et donc il y a aussi des difficultés et des défis. Donc on va en parler. Parler aussi de la notion d'expansion, et de cette posture entre je gagne de l'argent de poche avec une micro-entreprise pour financer des formations et continuer mon propre développement, à je suis une dirigeante d'entreprise. Et je pense que c'est important, Vanessa, que pour que les auditeurs aient vraiment toute la dimension de ce que tu vas transmettre, je pense que c'est important aussi que tu partages ce qui s'est passé pour toi en termes de réveil spirituel. Tu es d'accord? Oui. Ben oui, parce que ça a commencé j'avais eu plusieurs alertes sur mon parcours bien avant 2010 en fait, que j'ai pas du tout écouté. J'avais plein de signes en fait, et cette petite voix, mais qui était totalement conditionnée par la société, qui était pas du tout la voix de l'intuition, et où je me disais mais j'ai un travail très bien payé, je voyage, je vis plein de choses comme je voulais les vivre. Alors d'où vient ce vide de sens? Parce que c'est ce que je vivais en fait. Et je me disais, il y a des gens qui ont un vrai travail pénible en fait. Alors de quoi je me plains? Et donc il y avait cette non-écoute en fait de moi, qui a abouti à ce que un jour j'arrive en voiture dans le parking, la boule au ventre, pas bien du tout, et je croise un collègue dans l'ascenseur, je m'en rappellerai toute ma vie. Il me regarde et il me dit ça va Vanessa, salut. Puis moi je dis oui, ça va avec un grand sourire et je m'effondre en larmes en fait. Et de là, toute la matinée, j'ai vu mes managers, etc. Les larmes coulaient en continu, je n'arrivais plus à arrêter de pleurer. Donc là ils m'ont dit ben ce serait mieux que tu te fasses arrêter, que tu te poses, tu dois avoir besoin de te reposer. Et en fait on parle beaucoup de burn-out dans les entreprises avec du surmenage, etc. Moi j'étais pas surmenée en fait. Moi j'avais un vide de sens. C'est terrible parce que donc bien sûr j'avais un rythme quand même de travail qui était conséquent, mais le vrai sujet c'était ça. Ok, donc ça c'est en 2010, c'est ça, c'est ton burn-out. Oui, ouais. Et
Est-ce que tu aimerais aussi nous raconter ce qui t'amène à reconnecter à la vie et à décider de guérir, à décider de rester en vie? Ouais, ça c'est en 2017, peu de temps après l'annonce du cancer du col de l'utérus, dont tu as parlé tout à l'heure. Là, ça a été vraiment un choc parce que j'ai senti que je surfais vraiment. Quelque part, j'avais cette sensation de surfer avec la mort, même si c'était un cancer en stade 1 quand on me l'a annoncé. Ça devenait sérieux, en fait. Et j'ai eu dans tout mon parcours, y compris après le réveil spirituel, j'ai eu cette sensation de solitude intérieure profonde, vraiment, une souffrance d'être dans un monde que je comprenais pas. Donc j'avais la sensation de pas comprendre tous les codes ou d'être en décalage. Et de pas être chez soi. Oui, voilà. Et une nuit, je dormais pas. Voilà, je cogitais beaucoup la première semaine après l'annonce. Et je me souviens très très bien, je regardais la lune et je me disais mais peut-être c'est le moment de partir finalement, peut-être que cette maladie là, c'est un ascenseur vers la mort en fait. Peut-être que c'est le moment de partir. Et jusque-là, je m'étais jamais autorisé ça. Je restais en vie pour mes filles, pour mon compagnon, pour les gens qui m'aiment. Et là, cette nuit-là, je me suis dit, et si je m'autorisais à mourir, en fait, pour moi? Et là, il y a quelque chose de très fort qui est remonté de l'intérieur. Et je pense que ça a été très fort aussi, parce que c'était pas pour les autres, pour moi, pour la première fois. C'était cette envie, ce désir profond de rester plus longtemps sur cette terre, en fait, pour mon lien avec la terre, pour aller sur certains sites sacrés, parce que c'était ça qui m'animait vraiment profondément à ce moment-là, pour explorer en étant incarné, pour ressentir. Et là, j'ai senti que j'avais envie de rester en vie. Et cette nuit-là, j'ai pris la décision de guérir. Je savais pas comment, mais j'ai pris la décision de guérir et je me suis fait la promesse de vivre selon mes codes. Et ces codes, comment tu les as appris? Alors, si on parle des codes, je pense que c'est à ça que tu fais référence, aux codes et aux lois universelles, aux lois cosmiques. J'en ai réappris beaucoup le long de mon parcours initiatique, en fait, vraiment. Donc à la fois de sagesse ancestrale, de différentes, de différentes provenances, voilà, pas un seul courant de sagesse, mais différents, et aussi tout ce qui est relié à la physique quantique. J'avais besoin de relier en fait les sagesses ancestrales et tout ce qui est de l'ordre des explications, on va dire, reliées à tout ce qui est physique quantique. Et donc, pour moi, ce sont les codes du vivant, en fait, les codes de la vie. Voilà. Ce qui est d'autant plus fort pour moi dans ce goût de la vie aujourd'hui, en étant depuis cet espace d'incarnation. C'est très bizarre à dire, mais donc j'ai vécu 2 expériences de mort imminente. La première était ce que je pourrais appeler un very bad trip, vraiment. Pas du tout ce qu'on lit dans les livres. Et celle-là, on en parle trop peu. Mais peut-être que j'en parlerai dans un autre un autre espace. Mais il faut savoir que ça arrive aussi et que c'est important de se faire accompagner. Et la deuxième que j'ai vécue, c'était pas du tout un very bad trip. C'était ce qu'on a plus l'habitude en fait d'entendre. Donc vraiment un départ sur un plan juste merveilleux en fait. C'est indescriptible avec des mots parce que j'ai senti ce que c'était que l'amour, mais je ne l'ai jamais ressenti dans cet espace en fait d'incarnation, dans cet espace. Je ne l'ai jamais ressenti de cette façon-là. C'est-à-dire que même dans des états d'expansion, de reliance, de transcendance que j'ai pu vivre, ça n'avait rien à voir avec cette substance que j'ai connectée sur cet autre plan.
Euh, et à je vais appeler ça la fin de cette ENDE. Ce plan, c'est comme si, voilà, il y avait un ascenseur retour en fait vers mon corps physique. Euh, C'était comme si ce plan était revenu avec moi. Pendant 3 jours, j'ai vraiment vécu avec un sourire béat en fait. J'étais dans la béatitude, remplie de cette énergie. Je me suis longtemps demandé pourquoi j'avais vécu ça. Euh, mais justement, je crois que c'est pour sentir la différence, Hmm. pour ne plus avoir peur de la mort en fait, de l'après, et en même temps pour sentir le goût de la vie. Hmm. Parce que c'est clair que c'était merveilleux, mais en fait, pas, il y avait pas tout ce qu'on peut avoir ici. Ça fait bizarre de parler comme ça, mais euh, il n'y avait pas d'odeur, il y avait pas, Il n'y avait pas de sens. il y avait pas l'essence en fait. Oui, La sensitivité. c'est ça. Il y avait Ouais. l'essence, mais il n'y avait pas la sensitivité. Euh, et dans cette expérience que j'ai vécue, il n'y avait pas non plus de relation. J'étais fondue dans ce grand truc Hmm. que j'étais, en fait. Donc, il n'y avait pas non plus cet aspect-là. Mm. Il n'y avait pas de reliance puisque c'était un état d'être, un état de... C'est même difficile d'en parler tellement c'était particulier. Euh, Bah, c'est comme la goutte de l'océan qui n'a pas conscience d'être une goutte oui, d'océan quand elle est dans l'océan, ouais, ouais, qui c'est n'a pas non plus exactement ça. conscience des autres gouttes. Oui. Et donc, ici, donc si des personnes écoutent et qu'ils ont du mal avec l'incarnation, ben, en fait, voilà, ici, on a ça. Hmm. On a plein de variations. Euh, sur le plan merveilleux sur lequel j'étais, il n'y avait pas de variation dans ce que j'ai vécu. C'était un absolu, une éternité. Hmm. Et ça, pour resituer dans le temps terrestre, et dans ton parcours, ça se passe à peu près quand? Celle-ci, ça se passe en 2021. Ok, donc c'est encore récent. Ah, c'est très récent. C'est très, très récent. Et, et qu'est-ce que ça a changé dans ton parcours d'entrepreneur? Euh, Ça m'a ramené en fait sur un chemin parce qu'à ce moment-là, je ne faisais plus de soins énergétiques. Je refusais de faire des soins énergétiques, je refusais de faire des nettoyages de lieux, je refusais des missions qu'on me demandait en fait. Et donc j'ai quand même eu un temps d'intégration de quelques mois, hein, parce que c'était pas neutre au niveau du choc vibratoire, je vais appeler ça comme ça. Euh, Et ce que ça a changé au début, c'est ça. C'est que j'ai réouvert la porte quand des personnes m'ont demandé si je faisais toujours des soins ou des nettoyages de lieux. J'ai recommencé à ce moment-là, en fait. C'est fou ça, c'est vraiment quelque chose que je retrouve chez toutes les entrepreneurs spirituels, les âmepreneurs, de, tu vois, de cette déconnexion, le fait de renoncer, de dire non à ce qui finalement est notre mission. Mm, Et il y a vraiment un chemin de reconnaissance et d'acceptation de ça. mm. Et, C'est clair. En fait, j'avais arrêté parce que pour moi, je trouvais que c'était trop difficile de voir certaines choses auxquelles j'accédais pendant les soins ou sur des nettoyages un petit peu dans des contextes lourds. mm, Euh, et je voulais plus voir ça, en fait. Mais finalement, ben, en effet, mm, Euh, je crois que ça fait partie de voilà, des choses avec lesquelles je suis venue, puisque toute petite, je captais déjà, j'étais médium, donc en fait, donc bien sûr que ça doit servir. Et pourtant, j'ai eu des enseignants, des maîtres sur mon parcours qui n'ont pas arrêté de me répéter, tes dons, ce n'est pas pour toi. mm. Et oui. C'est une phrase que j'ai souvent entendue. Et par expérience, tu vas me dire si toi tu le vis aussi comme ça ou tu l'as vécu comme ça. Enfin, ce processus de reconnaissance et d'acceptation, il revient plusieurs fois. Ah, c'est cyclique. C'est cyclique parce qu'au fur et à mesure, j'ai la sensation que ça monte en intensité en fait, que ce soit par moments dans mes propres résistances et forcément dans mes paliers en fait.
Oui, oui. Mais ça, enfin, ça fait partie des étapes d'expansion que Oui, j'explique dans le livre qui sortira bientôt. La reconnaissance et l'acceptation avant l'engagement, ouais, clairement. Donc, reconnaître, accepter avant de s'engager, incarner et œuvrer. ouais, Et effectivement, l'étape la plus difficile, c'est l'acceptation. c'est clair. Enfin, peut-être la plus longue, je dirais. Pas forcément. Tu vois, Oui, c'est la plus longue. Parce que c'est la mise en conscience aussi. Et à chaque fois, c'est comme si à chaque étape d'expansion, il y avait besoin de réaccepter, mm, tu vois, de remettre en conscience, parce que c'est une élévation de conscience en fait. Donc il y a les perceptions qui changent, il y a les dons qui s'amplifient, et ça va de plus en plus en fait à l'essentiel, mm, et en même temps c'est de plus en plus haut vibratoirement. Donc et tu vois, il y a tout ce processus que je sais tu connais mm. pour accepter ça, pour intégrer aussi à chaque fois ce nouveau niveau et ces nouvelles fréquences. Ouais, c'est ça. Et alors je le sais, mais dans l'espace 37, puisque c'est l'espace que j'ai rejoint avec toi et dans Qui est le l'accompagnement. collectif, que j'ai créé en 2021. Oui. Ouais. Et que j'ai eu l'immense joie de rejoindre en suivant l'appel de mon âme, justement. Euh, bah, c'est dans cet espace que j'ai pu mettre en conscience encore plus, justement, toutes les étapes de mes passages, en fait, cycliques. En plus, je trouve que chez moi, ça revient assez vite. Donc, en fait, euh, on peut le savoir. Je trouve que c'est hyper important d'arriver à conscientiser vraiment et à reconnaître chez soi nos propres signes. C'est hyper important. Oui, reconnaître nos signes d'expansion, tu veux dire? Oui. Oui, oui, oui. On parlait de ça aussi sur un autre plan avec Laure Matsukis dans le podcast, effectivement. Je lui disais, mais est-ce que cette fois, t'as reconnu les signes que tu passais un palier? Et donc elle disait qu'effectivement, à chaque fois, on reconnaît de plus en plus vite, Mm. mais on n'écoute toujours pas du premier coup. Ouais, pas forcément. Mm. Et puis ce que je trouve, c'est que parfois il y a une intensité. En tout cas, comment je le vis moi, c'est que c'est de plus en plus intense, mais en même temps, ça va très vite. Mm. Ça peut switcher en 1 heure, alors que c'est très intense juste avant. Euh, donc c'est là où c'est important de reconnaître, parce que pas s'embarquer dans quelque chose alors qu'en fait je veux dire ça avec beaucoup de recul, c'est juste le passage en fait. Euh, Oui. Et alors, on peut dire que ça fait, peut-être c'est une des premières difficultés en tant qu'ampreneur, c'est ce processus d'élévation, d'expansion, d'éveil de conscience, euh, de changement de fréquence vibratoire aussi. Donc là, mm, peut-être que parmi nos auditeurs, il y en a qui seront moins à l'aise avec ces termes-là, mais d'autres comprendront aussi ce qu'on veut faire passer. Et, et donc, comment tu fais, toi, ou qu'est-ce qui t'aide dans ces moments-là aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as développé comme maîtrise par rapport à ce processus-là d'expansion? Alors, bah, il y a une des choses que j'enseigne dans l'école des sourcières, c'est comment on prend soin de son corps, de ses différents corps énergétiques. Euh, pour moi, c'est aussi important que de se laver les dents, en fait. Cette autonomie que l'on apprend à des enfants, on pourrait aussi apprendre à des enfants à prendre soin de leur corps éthérique, etc. Là, les femmes qui le découvrent, elles sont, pourtant certaines étaient formées en soins énergétiques et tout, elles disent, mais c'est le détail qui est en train de changer toute ma vie. Donc déjà, ça, je me l'applique bien évidemment à moi. Parce que c'est Donc, super. prendre soin de ton énergie, c'est ça? Ah oui, oui, Ouais, oui. top. De mes corps énergétiques, donc de mon énergie globale, voilà. Dans ces moments-là, d'alléger au niveau alimentation aussi, de faire comme une sorte de détox, enfin d'aller vraiment à l'essentiel, boire beaucoup d'eau, être dans la nature. Euh, pour moi, il y a dans ces moments-là beaucoup plus de temps de ressourcement. Je ralentis le rythme sur ce que j'ai à faire en fait aussi. Je crée des espaces-temps pour ça.
Si j'ai beaucoup d'émotions qui remontent, ben voilà, je crée des espaces pour que mes émotions puissent s'exprimer aussi et se libérer. Euh, et puis moi, je travaille beaucoup avec les huiles essentielles, donc je m'accompagne beaucoup. Je vais chercher les fréquences qui vont m'aider euh, au-delà du mental, voilà. Donc je vais chercher dans cette sagesse du végétal. Et je vais surtout dans ces moments-là prendre des temps pour reconnecter en fait dans cette reliance intérieure à ressentir en fait l'amour, à remettre partout où j'ai la sensation qu'il y a des séparations, qu'il y a des abîmes parfois même dans la sensation que ça peut faire. Je remplis d'amour. Alors, tu me dis donc dans ces passages au prochain niveau, l'importance de prendre soin de son énergie. Ça, c'est tout le temps. C'est pas que dans les prochains niveaux. Mais encore plus dans ces moments-là, encore plus, voilà. Et d'alléger ton alimentation, d'être en connexion avec la nature, d'être avec l'eau. Enfin, tu disais boire de l'eau, mais peut-être aussi se baigner. Enfin, voilà. Des moments de ressourcement, de créer plus d'espace-temps. Et c'est aussi des périodes, je trouve, où effectivement la dimension temps change. Il y a comme un ralentissement de toute façon qui est nécessaire, et en même temps, on a l'impression qu'il y a une urgence qui est là, alors qu'il faut ralentir. Ouais. Et le soutien des huiles essentielles. Est-ce qu'il y a d'autres formes de soutien pour toi dans ces moments-là, pour te permettre de reconnaître et d'accepter? Oui, c'est d'ouvrir et d'aller la chercher, le soutien des humains. Je vais pas parler jusque-là. Mais pour moi, c'est beaucoup plus récent, en fait, d'ouvrir dans ces espaces-là. Et c'est justement de pouvoir parler, demander de l'aide, exprimer. Donc ça, c'est important parce que c'est ce qui fait de nous aussi cette reliance. On est des êtres de lien. Donc ça, c'est hyper important aussi, bien évidemment. Bien sûr. Bien sûr. Je dirais même, oui, d'où le collectif et essentiellement. Et je dirais même que j'ai remarqué que pour ces âmes preneurs, c'est beaucoup plus difficile d'oser dire là je vais pas bien, etc. Parce que souvent, ce sont des accompagnantes aussi, ou en tout cas dans les personnes que je côtoie et que j'accompagne. Et puis il y a comme cette difficulté à dire oui, je suis vulnérable. Enfin oui, je reste humaine en fait. Et ça c'est super important. Oui, et tu vois, on en parlait aussi avec Coco Braque dans un épisode précédent. On a ce que j'appelle un leadership spirituel et effectivement une connexion, une sensibilité, une sensitivité. Et c'est pas facile de trouver des espaces où on peut déposer tout ça. C'est pas facile d'être dans des espaces où on n'a pas besoin de tenir l'énergie, où on n'a pas besoin d'être leader et où on n'a pas besoin d'être en connexion et en réception perpétuelle d'informations. Et je pense que ça, c'est important de le préciser parce que il y a beaucoup de femmes entrepreneurs comme nous qui culpabilisent pour tout ça, qui se sentent mal à l'aise aussi dans les codes de l'entrepreneuriat, dans les réseaux d'entrepreneurs, dans le côté business, etc. Et parce qu'elles ne peuvent pas se montrer dans leur intégralité. Ouais. Là, vraiment cette sensation d'avoir un masque en fait. Que je connais bien parce que j'ai travaillé dans un univers où on parlait pas vraiment de ça en fait. Donc moi je peux très vite être caméléon et reprendre ce masque, mais j'ai franchement la sensation de me couper de moi en fait quand je fais ça. Enfin d'une partie de moi en tout cas. Oui, puis c'est un masque. En fait, je trouve qu'aujourd'hui on peut être partout sans avoir besoin d'être un masque. Tu vois, mais on n'a pas besoin de dire les choses. Rien que ce qui est incarné et la présence suffisent. On n'a pas besoin de dire, d'expliquer, de convaincre ou de quoi que ce soit. On n'est pas là pour ça. Mais par contre, on incarne quelque chose. Il y a une vibration qui émane et qui agit toute seule. Ouais. Et c'est aussi ça, toute la complexité de l'entrepreneuriat, c'est que il faut vendre, il faut être visible, il faut communiquer. Il faut rentabiliser notre temps.
Euh, et c'est tout ça qui crée aussi ces espèces de conflits intérieurs. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais nous dire d'autre par rapport à ça, à ces défis en tant qu'entrepreneur? Ben moi, je crois que ce qui m'a surtout desservi, c'est partout où j'ai cherché, en fait, d'appliquer des méthodes marketing ou autres toutes faites, et de vouloir rentrer dans des moules, en fait. D'avoir écouté beaucoup, je vais oser le dire, des phrases aussi toutes faites. Enfin, toutes faites parce que forcément, c'est ce que pensent ces personnes, mais il y avait le marché du make money, enfin, il y avait plein de choses dans tous les sens, en fait. De l'infopreneuriat. Voilà, dans ce monde de Du l'infopreneuriat. digital, des tunnels de vente. Oui. Alors moi, les tunnels me déplaisent pas, mais ce côté, tu peux pas faire ça comme ci, comme ça, que j'ai entendu dire, hein, qu'on m'a dit. Si tu veux être dans le make money, ben en fait, il faut que tu fasses plutôt comme ci, comme ça, que t'arrêtes de parler de tel type d'offre, etc. Et en fait, tout ça, moi j'ai perdu beaucoup de temps parce que j'ai laissé beaucoup quelque part. Donc c'est ma responsabilité, hein, mais de pouvoir à l'extérieur, au lieu de chercher tout le temps à l'intérieur. Quelque part parce que j'avais du mal à prendre mes responsabilités sur aussi, il y a des propres résistances d'y aller complètement, hein, bien évidemment. Mais je vois beaucoup de gens quand même autour de moi qui vivent ça et qui cherchent toujours le meilleur moyen, la recette du succès. D'ailleurs, on lit beaucoup ça dans les communications, la recette du succès. La recette du succès, ouais. Et je pense que la recette, c'est certes d'utiliser tout ce qu'on peut utiliser comme moyen pour pour que ce qu'on propose, en fait, puisse être visible, que les personnes qui en ont besoin puissent connecter, en fait, nous trouver, nous rencontrer. C'est quand même ça qui est super important. Mais en se laissant pas porter, en fait, par le message qu'on a à délivrer. Oui, et c'est là où c'est important d'être, je pense, soutenu et entouré de personnes qui peuvent te percevoir dans ton intégralité, parce que combien d'entrepreneurs tombent dans les pièges du business coaching, des stratégies digitales, etc. Et encore une fois, il n'y a pas de mal à toutes ces stratégies, elles sont nécessaires. Mais il y a un moment donné où on abandonne notre pouvoir, et beaucoup d'argent aussi, surtout, parce que il y a ce sentiment d'imposteur qui est là, parce qu'il y a ce besoin d'aller trouver une légitimité aussi, et qui est beaucoup plus subtil que ce syndrome d'imposteur dont tout le monde parle dans le dev perso. Il y a cette légitimité à être humaine. Ouais. Et l'entrepreneuriat, en fait, c'est ça que ça nous apprend. Oui, pour moi, c'est la meilleure des voies initiatiques, en fait, et typiquement, si tu parles des âmes-preneurs, pour pouvoir justement tout relier. En fait, c'est l'espace d'expérimentation, qui est, à mon sens, exigeant, je trouve, mais tellement puissant pour justement relier, en fait, le monde de la matière avec ce à quoi on est connecté, en fait, et notre sagesse intérieure. Oui. Et donc, tu vois, le message, je trouve qu'on est en train de passer là, qui est essentiel, vraiment à appuyer, c'est: ne vous perdez pas à aller trouver une légitimité extérieure. En fait, tout se passe en soi, tout le temps. Ouais. Parce que sinon, c'est aller chercher de cette légitimité ou de la reconnaissance à l'extérieur, et c'est se perdre dans plein de détours, c'est s'éloigner de soi. Et puis ça crée des failles et des fuites énergétiques aussi à chaque fois. Ouais, énormément. Ouais. Et des coupures avec notre essentiel, hein, quelque part, vraiment. Moi, j'ai cette phrase que qui m'a beaucoup touchée, que j'ai entendue un jour, et je me suis dit, mais c'est tellement ça.
et que je me répète dans les moments où j'aurais tendance à fuir les évidences, je vais dire ça comme ça, Oui. sur ce que j'ai à mettre en place, mais c'est don't die with your music still in you. Mm. Et c'est vraiment une phrase qui m'a touchée en plein cœur quand je l'ai entendue. Et je crois qu'elle est de Wayne Dyer, mais je ne sais pas si c'est lui qui est à l'origine ou pas. Donc pour la traduire pour les auditeurs, ça Oui, serait ne meurs pas euh, avec ta musique intérieure qui est toujours on, c'est ça que tu... qui est toujours à l'intérieur de toi, ouais. Voilà. Et qui continue d'être jouée. Oui, et qui va repartir sur un autre plan et sans avoir pu être transmise en fait Mhm. à quelqu'un qui aurait eu besoin de l'entendre. Mm. Donc, on peut dire que les difficultés, voilà, c'est, enfin, ce besoin de s'entourer et d'être soutenu Oui, dans notre intégralité, dans notre ouais, vérité, oui, pour oui, garder, oui, pour garder la vibration du podcast. ouais. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme défi en tant qu'âmepreneur? Tu me parlais tout à l'heure enfin dans notre préparation, tu me parlais, tu vois, de ces débuts de l'entrepreneuriat où, d'ailleurs, tu me disais, mais non, mon début d'entrepreneuriat, il était en 2018. Et après, je te dis, mais ta micro-entreprise, tu l'as créée en 12. 12. Donc, t'es devenu entrepreneur en 2012. Voilà. Et tu me disais, ben non, parce qu'à ce moment-là, voilà, l'argent que je recevais, ben, finalement, il servait à repayer des formations, etc. Mais il y a tellement d'entrepreneurs, Vanessa, qui fonctionnent comme ça aujourd'hui, où finalement, plus on est dans notre potentiel et dans notre raison d'être, plus c'est difficile de gagner de l'argent pour ça, de le garder, cet Oui. argent, tu vois. Il y a une autre culpabilité et un autre imposteur qui se révèle à ce moment-là. Et donc, qu'est-ce que tu aimerais nous dire par rapport à ça? Qu'est-ce qui a changé entre cette époque où tu étais avec cette micro-entreprise et que ça te servait d'argent de poche et cette posture de dirigeante que tu arrives beaucoup plus aujourd'hui à incarner? Bah tout simplement parce que j'ai plus d'économies. À l'époque, j'avais des économies en fait. Donc je vivais sur mes économies entre guillemets pour payer mon loyer, la nourriture, tout ça. Et j'utilisais l'argent de l'auto-entreprise pour mes voyages initiatiques, mes formations, etc. Mes loisirs d'évolution, parce que c'était vraiment, j'adorais découvrir plein de nouvelles choses, explorer. Donc pour moi, c'était très, il y avait un côté joyeux dans toutes ces découvertes en fait. Voilà, donc c'était comme ça. Et donc ce qui a changé, c'est qu'il y a plus d'économie parce qu'il n'y a pas eu justement d'état d'esprit entrepreneurial. Euh, donc ça a abouti à un système même de création de dettes. Donc c'est ça qui a tout changé. Et c'est dans le fait de prendre ses responsabilités, de comprendre ce que c'est qu'être un entrepreneur aussi. Euh, et ça c'est super important parce que une entreprise, si elle est pas rentable, en fait Elle comment existe on pas. fait pour fonctionner, voilà, dans ce monde, c'est impossible. Tu sais que la définition de l'entrepreneur, c'est ça, c'est celui qui est responsable de rentabiliser une activité. Non, je la connais, enfin, oui, je la connaissais pas comme ça, mais ça me semble évident maintenant, en fait. Oui. Ça me semble évident, mais j'ai mis, Enfin, de la pérenniser, voilà. ouais, mais j'ai mis beaucoup de temps à l'intégrer, ça. C'est-à-dire que Et pour la compréhension mentale, ça peut paraître évident, mais en fait, j'ai mis beaucoup de temps à l'intégrer. mais je pense qu'on va creuser ça parce que c'est quelque chose que je retrouve chez toutes les femmes entrepreneurs, spirituelles ou pas d'ailleurs. Il y a quand même 80% des femmes entrepreneurs et dirigeantes qui ne gagnent pas suffisamment d'argent avec leur activité. Et pas que des femmes. 80%. Ouais. Alors, oui, c'est très présent chez les femmes, mais au tout début, en fait, où j'avais créé donc en 2018 la société, une de mes coachs m'avait donné un challenge qui était d'interviewer 10 dirigeants Mm-hmm. pour voir de quoi ils avaient besoin.
Donc de découvrir leur univers, ce qu'ils vivaient, etc. Je l'avais fait. Donc j'avais connecté avec 10 dirigeants. Il y avait des femmes et des hommes, mais en fait, ce qui m'avait paru complètement dingue à l'époque, c'est que la plupart, au bout de 3 ans ou 4 ans, ne se payaient pas, y compris des hommes. Et ça m'avait fait froid dans le dos quand même. Surtout que moi, je démarrais et que je me disais, bah, il va pas falloir que ça fasse ça pour moi aussi, parce que sinon, ça va pas être possible en fait. Mais il y a aussi une injonction dans l'entrepreneuriat qui dit de toute façon, avant 3-4 ans, c'est pas possible. Oui, il y avait cette pensée, et je me disais, c'est sûr que si on pense comme ça va pas être possible. Voilà, ouais. Parce qu'il y a, je sais plus quelles sont les statistiques, mais il y a la majorité des entreprises qui meurent avant 2-3 ans. Oui, il y a ce chiffre. Et il y a beaucoup de gens qui disent que bah c'est normal en fait, mais ça c'est en France, hein, parce que normal, aux US ils disent pas ça. Hein. C'est normal de galérer pendant 2, 3, 4, 5 ans. Oui. C'est normal de galérer. Je pense que ça résume bien la mentalité française. Et de pas se payer. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un vrai sujet. Oui. Oui, et puis ça touche tout le paradigme de culpabilité. Oui. Donc voilà, le mérite, enfin. Ce qui est un cercle vicieux, parce que quand on peut pas se payer, pour l'avoir vécu, c'est quand même, moi, sur l'image de moi, c'était très difficile. L'impact était très, très, très négatif. Vraiment. Ouais, c'est-à-dire? Bah, c'est très difficile d'engager de l'énergie, donc, dans une entreprise. Quelque part, c'est ça. Et de fournir des services, etc. Et puis de pas être rentable. Oui, parce que t'es tout le temps dans le don. Oui. Et il y a une sensation d'échec, en fait, et de se dire, ben, tout ça pour ça, et à quoi bon, en fait? Donc, oui. Et puis là, il y a un autre paradigme qui se révèle aussi dans ce que tu dis, c'est l'attente de la validation extérieure. Il y a tout le temps, tu vois, la carotte, l'attente de la récompense, de la validation, de la reconnaissance. Et évidemment, l'argent prend souvent cet espace-là. Ouais. Surtout dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre, tu vois, qui aurait changé entre l'argent de poche et la dirigeante? Ben, d'avoir une vision, d'aller chercher, en fait, ce fameux pourquoi dont on entend beaucoup parler. Parce qu'une vision ou la mission d'une entreprise, c'est pas, en général, et d'ailleurs on le sent très vite, c'est pas facile à trouver déjà, et en plus, c'est pas un message marketing en fait. C'est quelque chose d'assez profond, ce que j'avais pas du tout avant. Pendant que j'étais auto-entrepreneur, en fait, je me posais absolument pas de questions là-dessus. Aucune. C'est très bizarre à dire, mais j'avais pas d'enjeu. T'avais pas d'enjeu dans quel sens? J'avais pas d'enjeu de réussite. Je m'étais pas mis d'enjeu comme ça de réussite. Ouais. Et pourtant, j'avais quand même pris, par exemple, un cabinet. Je louais des salles, en fait, pour les ateliers que j'animais, pour tout ça. Donc, il y avait quand même une gestion, bien évidemment, entre ce que j'investissais et puis, bien évidemment, ce qui restait. Donc, il y avait quand même cette gestion-là. Mais pour moi, il n'y avait pas de poids au sens où il n'y avait pas d'enjeu. Je sais pas comment expliquer, mais c'était plus comme un flow, une évidence. Et en fait, à partir du moment où j'ai créé l'entreprise avec cette injonction qu'elle devait être rentable, enfin cette injonction qui est normale, hein, qui est pour moi de l'évidence, là, ça a mis un poids en fait. Ça a mis comme un plafond de verre finalement sur cette obligation de réussir. Oui. Et donc là, il y a toute une réconciliation avec cette notion de réussite. Oui. C'est ça que tu veux dire, c'est-à-dire que les enjeux deviennent obligatoires, quelque part, pour t'autoriser à réussir. Oui, c'est devenu un non négociable parce qu'il y a eu un shift intérieur qui s'est fait à un moment donné, un peu comme un wake-up call de se dire, mais bien sûr, c'est évident en fait. Sinon, j'aurais choisi de faire du bénévolat.
parce que j'aurai d'autres ressources à côté, en fait. C'est aussi simple que ça. Et que aussi, si on parle à la fois de spiritualité et de matière, pour moi, c'est pas logique. C'est qu'il y a une coupure quelque part, s'il n'y a pas une prospérité à tous les niveaux. Mais oui. Donc pour moi, maintenant, je le perçois comme là où d'aller chercher dans mes désalignements, d'aller chercher dans mes dissonances, en fait, parce que c'est pas logique. Du point de vue d'une des lois universelles, bon, voilà, c'est pas logique. Par défaut, on est prospère, abondante, enfin voilà, par défaut. Oui. Et donc forcément, là où c'est pas le cas, bien c'est important pour moi d'aller regarder pour réajuster, d'aller voir où peuvent être certains blocages encore, enfin d'aller regarder pour me rapprocher toujours plus de moi et quelque part de ma mission. Alors, je préciserai ici que ça ne veut pas dire que la prospérité ne veut pas dire forcément rentrer d'argent. Que c'est avant tout un état d'être, la prospérité. Et que, encore une fois, ça part de l'intérieur. Et que ce qui se manifeste est la conséquence de l'intérieur. Donc, je voudrais préciser pour les auditeurs, parce qu'il y a aussi beaucoup de messages culpabilisants sur cette, tu vois, cette loi d'attraction, etc. Et donc, je préfère préciser là, parce que je sais que c'est pas ce que tu veux dire, que, voilà, quand on parle de prospérité par défaut, ça veut pas dire si je ne suis pas prospère ou si je ne gagne pas d'argent, je suis une mauvaise fille, je fais mal, je suis incompétente et je continue de m'auto-flageller. C'est pas du tout ça qu'on est en train de dire. C'est par défaut, je suis prospère. Donc si je ne me sens pas être dans cette prospérité, dans cet état d'être, c'est qu'il y a un désalignement intérieur. Voilà, on n'est pas là pour se taper dessus comme beaucoup dans le développement personnel. Non, oui. Donc c'est pas bien, t'as pas fait tes libérations. T'as pas fait tes libérations du jour. Non. Non, c'est bien. C'est exactement ce que tu dis. C'est pour moi ce qui est hyper important, c'est cette sensation d'abondance intérieure, de reliance intérieure, et c'est ça que j'appelle la prospérité. C'est à plein de niveaux en fait de notre vie, mais en effet, ça doit partir de l'intérieur en fait. C'est le plein en fait, c'est le plein intérieur. Donc, quels sont les endroits où je suis vide, où je suis dans le manque, où il y a une fuite, enfin. Et donc revenir à ce plein, à ce complet, à cet entier, à cette intégrité, c'est vraiment important de le préciser parce qu'il y a beaucoup de mauvaise compréhension de ces notions d'attraction, d'abondance et de prospérité. Donc ça c'est encore un défi, c'est effectivement s'autoriser de réussir, redonner une définition à la réussite, trouver son pourquoi. Et effectivement cette notion de prospérité intérieure et accepter aussi que ça prenne du temps. Ouais, ça c'est un gros défi pour moi. Je m'appelle Athée, donc voilà. Non, réellement, c'est ça. C'est aussi de pas se juger si ça fait parce qu'il y a pas longtemps, je me suis dit wow, ça fait 5 ans que la société est créée en fait, et j'avais la sensation que j'avais été lente. Et ces jugements en fait de soi, je peux dire ça de façon globale, parce que j'entends beaucoup de gens qui se jugent aussi là-dessus. Ça c'est terrible finalement, parce que quand j'ai pris du recul et que j'ai regardé, je me suis dit ouais, il y a eu des erreurs de parcours, il y a eu plein d'apprentissages en fait. Et on ne devient pas entrepreneur du jour au lendemain de façon évidente, ou peut-être que ça l'est pour certaines personnes, mais pour moi ça l'a pas été finalement, et puis pour plein d'entrepreneurs que je côtoie, ça l'est pas du tout non plus. Non, puis dans le podcast, je pense que c'est aussi le message qu'on démontre, c'est que pour être accompli en tant qu'entrepreneur sur différents plans, ça prend des années, et je sais même pas il y a pas de finalité en fait. Ouais, oui. Pour l'instant, je me dis je continue d'évoluer, et puis voilà, c'est le chemin qui va m'apprendre plein de choses.
C'est vraiment ça en fait. Là où je suis en ce moment, c'est ça. C'est le chemin qui va m'apprendre finalement. Euh, et j'ai abandonné beaucoup de projections que j'avais sur comment cela devait être. Comment, tu l'as dit tout à l'heure, comment c'est quoi réussir pour soi en fait, parce que ça peut être différent en fonction des personnes. Euh, et tu parlais des défis, tu me posais la question, et justement un des plus gros défis que j'ai eu et que je continue d'avoir, c'est de sortir de toutes les projections Mm. que je peux avoir moi et que le collectif peut envoyer en Mm. fait quelque part. Donc Mm. quand je dis collectif, c'est ce à quoi je me connecte moi finalement, puisque c'est le collectif auquel j'ai accès. Euh, et dans l'infopreneuriat, c'est très présent en fait. Donc de prendre ces temps de ressourcement, de coupure quelque part pour revenir à soi. Et prendre ce temps de se poser les questions pour soi, de se dire mais c'est quoi pour moi? Ça veut dire quoi? Si j'enlève tout ce que je vois, tout ce que je sais, tout ce qu'on m'a dit, Mm. c'est quoi en fait pour moi? Mm. Et ça, c'est quelque chose que je prends beaucoup plus le temps de faire en ce moment. Mm. J'ai ce besoin en fait de sortir des choses préétablies que je me suis de ces images toutes faites que j'ai en moi, pour me dire mais si je connaissais rien de tout ça, que j'arrivais maintenant dans cet univers avec un regard d'enfant, quelque part un regard totalement neuf, ce serait quoi les évidences pour moi en fait? Mm. Exactement. Et je pense que, alors, les auditeurs qui ont déjà écouté les épisodes avec Adélie, avec Anaïs, vont bien percevoir qu'il y a cette liberté d'être qui est essentielle. Et je crois personnellement que c'est d'autant plus important que tout le système est en train de bouger. Mm. Et c'est d'autant plus important d'avoir le courage de redéfinir ce qui compte pour nous, ce qui a du sens et les propres règles qu'on veut appliquer à partir de maintenant. Parce que on a plus de repères de toute façon. Donc ce qui fonctionnait il y a quelques années ne fonctionne plus aujourd'hui et fonctionnera de moins en moins. Mm. Et notamment parce que enfin le gros sujet c'est toujours l'argent, hein, et notamment tout ce paradigme financier est totalement en déconstruction. Donc c'est encore plus important, je trouve, d'oser avoir ce courage d'aller regarder en soi, d'aller questionner en soi et de ne pas se laisser glisser ou happer par des injonctions, par des craintes, par des peurs, de vraiment aller trouver cette solidité en soi. C'est essentiel et je trouve que l'entrepreneuriat est le chemin le plus extraordinaire pour ça. Mm. Ouais, c'est hyper important et de se rappeler, ça me vient de le dire là maintenant, il y a notre pourquoi à nous, mais il y a le pourquoi des personnes qu'on accompagne ou des services que propose l'entreprise en fait. Et ça, s'il y a bien une chose qui m'a heurté, mais dans lequel je suis tombée aussi, hein, c'est que j'ai vécu plein de situations en fait où je n'entendais plus parler des clients en fait. Des situations, tu veux dire de quoi, d'accompagnement? Oui, enfin, globalement, ou même des discussions d'entrepreneurs, où quelque part le client n'existe plus, alors que si l'entreprise existe, c'est bien pour l'entreprise, ben oui, pour servir en fait à des personnes. Donc c'est ça aussi qui est hyper important à mon sens, de se le rappeler en tant qu'entrepreneur. Tout à fait. Et de se le mettre en garde-fou en fait. Attention, bien sûr, pour pas que nos problématiques d'entrepreneurs prennent toute la place. Parce qu'à ce moment-là, dans le flux énergétique, ce que j'ai pu voir pour moi, c'est que ça prenait toute la place et que j'en oubliais, en fait. J'en oubliais l'évidence. Oui, oui. Et il y a aussi cette distinction entre la personne que tu es et l'entreprise. Ben oui. Et ça, c'est, je pense que en ce moment, t'es aussi beaucoup là. T'es en train de recevoir la véritable énergie de ton entreprise, sa vraie mission, sa raison d'être.
ça, j'ai envie de dire le goût qu'elle a, tu vois. T'es en train de recevoir ça. Et c'est aussi un chemin qui est plein de défis parce que forcément l'ego, tant qu'on est solopreneur, etc., l'ego aime bien parce qu'il est un peu au devant de la scène. Et à un moment donné, on a ce passage à faire pour prendre du recul et laisser au devant de la scène l'entreprise avec sa propre identité. Et ça, c'est un processus extrêmement profond dont très peu parlent. Ouais. Et je le sens parce que dans ce que je suis en train d'écrire là en ce moment, dans les contenus qui vont être dans les prochaines formations, etc., j'ai connecté avec quelque chose ce week-end en me disant, c'est fou, parce que là, je suis en train de créer quelque chose qui pourra continuer par-delà moi, en fait. Ouais. Ce que tu dis, en fait, et là, je me suis dit, ah ouais, là, il se passe quelque chose de très fort. C'est-à-dire que c'est comme, ça m'a fait penser à ce que disent certains écrivains quand ils disent, mais ça me traverse, en fait, et quelque part, je suis juste là pour mettre au monde quelque chose, mais qui va être transmis derrière et qui pourra continuer au-delà de moi, en fait. Tout à fait. Puis c'est un sourire, je me suis dit, oh, c'est énorme. Ouais, c'est beaucoup plus profond qu'on le pense parce que ouais, c'est en fait on accueille une nouvelle identité, mais qui n'est pas nous et qui ne sera pas nous. Donc oui, c'est un peu comme ce processus de maternité où c'est ce moment où t'apprends que t'es enceinte d'un truc autre que toi. Oui. Oui. Et que t'as pas créé toute seule en plus, parce que il a fallu un autre humain pour le faire. Oui. Ouais. Voilà. Et effectivement, l'entrepreneuriat est très, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes avec la maternité. Oui. Donc, pour résumer un petit peu ce que tu nous as transmis, Vanessa, par rapport, aux défis et aux spécificités des âmepreneurs, par rapport à ce processus d'expansion, par rapport à leur expansion dans le sens croissance aussi bien intérieure, spirituelle que matérielle avec l'entreprise ou l'activité. Il y a les difficultés de passer au prochain niveau et t'as donné des conseils pour ça parce que ce sont des cycles et donc d'apprendre cette maîtrise à passer les cycles. De l'importance d'être évidemment entouré et soutenu dans l'intégralité. De ce moment en fait où tu oses dire je vais me payer où tu vas aller revendiquer ce que tu désires. C'est là il y a un rééquilibrage yin-yang aussi à ce moment-là. Parce que non, c'est pas normal de galérer. Ben oui. Après il y a l'étape de effectivement de s'autoriser la réussite et pour ça il y a besoin de connecter à ce véritable pourquoi. La notion de prospérité, d'abondance, de richesse de l'intérieur et de sortir de toutes ces illusions que c'est l'extérieur qui amène cette richesse, cette prospérité, cette abondance. Le jugement, la culpabilité et toutes ces injonctions qu'on peut s'imposer à soi-même sur de pas en être là où on aimerait, d'être trop lent, de se comparer vis-à-vis des autres, etc. Et c'est là où on tombe dans le piège d'aller chercher une validation extérieure, d'aller se réassurer par l'extérieur, au lieu d'aller travailler sur soi, se transformer, guérir et remettre de l'amour à l'intérieur de soi. L'avant-dernier thème que tu nous as partagé, c'est effectivement de sortir des projections aussi du collectif. Ouais. Et j'ai ajouté que effectivement c'est d'autant plus important qu'on est en train d'accueillir un nouveau paradigme et donc il y a vraiment beaucoup de choses à relâcher et ça se passe toujours et encore à l'intérieur de soi pour créer de l'espace à ce nouveau et enfin accueillir la véritable identité de l'entreprise quand on arrive à un certain stade de maturité entrepreneuriale après plusieurs années on va dire que c'est à peu près les fameux 10 ans en tant que solopreneur et donc là il y a quelque chose d'autre qui est là et qui parfois prend plusieurs années à se révéler, à se manifester aussi et c'est effectivement une autre identité qui est là au-delà de soi. Qu'est-ce que tu aimerais ajouter pour que cet épisode soit complet, Vanessa?
de prendre soin de soi et de ces temps ressources. Parce que le piège dans l'entrepreneuriat, ça peut être d'arriver au vide de soi, justement. Je trouve que ça peut vite venir dans tout ce qu'il y a à accomplir, en fait. Donc c'est peut-être ça, vraiment, le message, c'est d'être toujours en vigilance de ça. Penser à se ressourcer et que l'entreprise ne soit pas le centre de toute sa vie, en fait, ne prenne pas toute la place. Parce que c'est tellement... Mais je crois que tu l'as dit, ça ressemble vraiment à la maternité. Bah oui, c'est une fois que t'as accouché, il y a cette sensation de vide aussi. Oui, et quelque part, tout est surtout quand c'est le premier enfant, tout est à découvrir, en fait. Et puis après, il y a l'autre vide quand les enfants sont autonomes, quand ils commencent à faire leur vie, à quitter la maison. Oui. Ouais. Mais donc j'aime beaucoup, ouais. Donc c'est ça vraiment pour moi le message, c'est de penser à continuer de se ressourcer, de se nourrir de tout ce qui peut être nourricier pour soi. Oui. Et puis il y a cette pleine acceptation du vide aussi, je trouve. De pas que ce soit pas une peur, mais au contraire que dire plus il y a de vide, plus il y a d'espace, plus il y a de possibilités. Ouais. Et je vais pouvoir choisir ce que je vais mettre dans cet espace. Parce que souvent, quand on tombe dans ce que tu disais tout à l'heure, quand on se perd un peu dans l'entrepreneuriat, c'est parce qu'on a peur de ce vide. On a besoin de le remplir, on a besoin de se sentir utile, etc. Ouais. Magnifique, ma chère. Merci de tes partages précieux. Je mets évidemment dans la description de l'épisode, il y a toutes les façons possibles de connecter avec toi, de te découvrir encore plus. Et ma dernière question à Vanessa, qui aimerais-tu entendre dans ce podcast? Alors, il parle en anglais, c'est embêtant. La personne qui m'est apparue parle en anglais. On m'a dit? Robin Sharma. Intéressant. Ouais. C'est lui qui me vient. J'en ai pas d'autres qui m'arrivent. Pourtant, il y a plein de gens super intéressants partout, bien évidemment. Mais je crois que je vais rester sur Robin Sharma. Merci pour cette idée. Et avec quoi toi tu repars de cet entretien, de cet épisode? Avec ce partage et cette sororité. Cette sororité et qui est aussi ta force, je trouve. Et j'ai créé plein d'espaces de sororité, mais là j'ai découvert un espace magnifique créé par toi en fait, dans lequel il y a ces valeurs et dans lesquelles je peux justement être dans cet espace sans justement avoir à être celle qui crée l'espace, qui doit porter ou veiller, etc. Et donc là, c'est le mot qui me vient par rapport à ce temps de partage et tous ces beaux espaces en fait que tu crées. Voilà, parce que les gens écoutent le podcast et forcément tu mets en lumière plein de personnes. Moi j'adore, j'écoute le podcast, je te l'ai dit, comme on tire un oracle en fait. Oui. J'écoute pas les épisodes dans l'ordre, c'est voilà. Je choisis à chaque fois au hasard et je découvre plein de beaux parcours. Et voilà, je te remercie pour tous ces espaces de sororité, pour ton accompagnement et pour ce temps partagé. Merci beaucoup, Vanessa. Merci. Je laisse tout cet amour se diffuser au-delà de nous. Et voilà, c'est vraiment ce que je disais aussi avec Adélie et Anaïs. Je suis tellement honorée que vous soyez dans cet espace. Voilà. Je t'embrasse de tout mon cœur. Et puis nous, on se retrouve très vite et les auditeurs aussi.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Restez à l'écoute pour découvrir des perspectives révolutionnaires et des conseils pratiques qui transformeront votre approche du leadership et du succès. À très vite pour cette saison 2.